Alors, nous reprenons, donc après avoir étudié ce matin la crise actuelle du droit et une désinstitution à l'œuvre, nous faisons place maintenant à la seconde partie de cette matinée, les facteurs de la désinstitution. Alors, notre premier intervenant est Michel Bastit, professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne, qui va nous parler du dévoiement du droit au cours de l'histoire. Et ensuite, la seconde intervention sera donnée par Guillaume Bergerot, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, et sur le thème de la confusion autour du juste, légal et légitime. Et ensuite, nous aurons un temps de discussion. Donc, je laisse la parole tout de suite à Michel Bastit. Bien, je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à ce colloque, spécialement Aude, Miakovitz et les autres organisateurs que je ne connais pas. Je regrette de ne pas pouvoir être là physiquement parmi vous, mais bon, les contraintes diverses m'obligent à vous parler donc par l'intermédiaire de la technique qui, j'espère, ne va pas nous trahir. Aude m'a demandé donc de vous parler de la perversion du droit, ou plus exactement du dévoiement du droit, mais c'est à peu près la même chose. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est un peu triste, puisqu'il s'agit, à mon avis, de l'histoire d'une grave décadence. Cependant, je crois qu'il ne faut pas oublier que la nature humaine est toujours là, que le bon sens aussi est là, et que ce sont des éléments qui nous permettent d'espérer, au moins des éléments humains. Il y en a d'autres d'un ordre plus élevé, mais je n'y ferai pas allusion actuellement. Mon récit doit donc être pris comme celui d'un diagnostic, un diagnostic lucide, qui a pour but d'isoler les causes de la maladie afin de la traiter, et non pas du tout comme une sorte de délectation morose. Tout d'abord, je voudrais rappeler rapidement quelques-uns des traits du droit naturel classique. Je veux dire du droit inspiré par le droit naturel, celui qui vient d'Aristote, du droit romain, de saint Thomas. Ce droit, c'est d'abord un droit relationnel. Quand Aristote dit que le droit est une certaine égalité, c'est nécessairement une relation. Ce droit est donc relationnel parce qu'il ne considère pas que les individus ont d'abord des droits, il ne considère pas que les individus sont d'abord isolés. Au contraire, il considère qu'ils ont des droits en fonction, d'une part, de ce qui est à partager et d'autre part, en fonction de ceux entre qui il faut partager. C'est donc aussi un droit que l'on peut qualifier de statutaire, au sens où les personnes humaines sont considérées à travers les rôles qui leur reviennent au sein de la communauté politique. Il prend en compte les positions et conditions qui sont occupées par les uns et les autres dans diverses fonctions. Les enfants, les époux, les pères de famille, mais aussi les professeurs, les étudiants, les militaires, les juges, et ainsi de suite. C'est donc ainsi un droit concret qui implique que chacun appartient à des groupes, à des corps dont la constitution repose sur une base naturelle. Ce droit classique demande donc que l'on connaisse ces relations et non pas que l'on impose sa volonté à ces relations. C'est un juste naturalisme dans la mesure où il cherche à lire dans une nature finalisée, se manifestant à travers ces diverses relations, les indications de ce qui est juste. Enfin, c'est un droit qui a pour but de réaliser un juste partage, sum cuique tribuere, attribuer à chacun ce qui lui revient en toute justice. La perversion du droit consiste dans l'abandon progressif de chacun de ces caractères et leur remplacement par des substituts portés par différentes vagues successives qui vont mettre à mal l'ancien art du juste. On peut regrouper ces vagues en deux moments, celui de la modernité puis celui de la postmodernité, sans trop de rigueur chronologique. La modernité juridique se caractérise d'abord par l'avènement du sujet,
de la subjectivité dans le droit. C'est ce que Michel Villet a appelé l'avènement du droit subjectif. Cela consiste essentiellement à estimer que l'individu possède dès le départ, en tant qu'individu, avant toute entrée en relation avec autrui, des droits. L'un des tout premiers à ouvrir cette voie moderne fut Guillaume d'Occam au XIVe siècle. On trouve chez Occam plusieurs idées qui en effet marqué la modernité juridique. Tout d'abord, en bon nominaliste qu'il est, il ne reconnaît que des individus singuliers. Les relations n'ont pas pour lui de réalité, donc l'idée d'institution dont on parle totalement dissoute. Occam est aussi un volontariste. La loi est pour lui un pur acte de volonté, voluntas signi, la connaissance n'y a pas part. Selon lui, les hommes se trouvent donc immédiatement dotés de droits individuels avant tout il n'y a donc d'abord des groupes, des corps naturels, des familles et des cités, mais des individus volontaristes qui plus est. Il y a aussi un auteur un peu plus tardif qu'Occam, moins connu, mais tout aussi intéressant, Jean Gerson. Gerson, théologien du XIVe siècle, nominaliste, explique qu'au moment de la création, les hommes se trouvent dotés de droits correspondant à leur être. Plus il y a d'êtres, plus il y a de droits. Et le droit devient ainsi chez Gerson, une faculté propre à l'être de telle ou telle réalité. Le contenu de ce droit ne dépend évidemment plus ni de ce qui est à partager, ni des parties concertées, puisque les droits sont possédés immédiatement. Ce droit, pour Occam, c'est un pouvoir de l'homme sur les choses, sa domination sur les choses, et cette domination consiste à son tour essentiellement en sa liberté. Le droit, qui s'ajoute au droit individuel résultant de la volonté des individus, devient un droit artificiel, sans continuité avec des relations naturelles, puisque ces relations naturelles, par hypothèse, n'existent pas. D'ailleurs, la notion de nature subit elle aussi des transformations. Elle devient soit le cours habituel des choses, soit au contraire ce qu'on appelle parfois en termes un peu techniques une essence individuelle. En tout cas, elle ne possède pas de finalité immanente. Elle est un pur fait, fragile, contingent, impuissant à donner la moindre indication sur ce qui est juste. Un second auteur important et intéressant dans la marche vers la perversion du droit est Thomas Hobbes. Hobbes, c'est comme Occam et Gerson, un nominaliste, et un nominaliste assez radical. Chez lui, les hommes ont des droits naturels, eux aussi, là aussi, avant toute entrée en cité. Mais le point sur lequel Hobbes est le plus intéressant réside sans doute dans la description de cet état de nature. Hobbes voit très lucidement que la possession de droits primitifs, de pouvoirs primitifs, de prétentions identiques, aboutit à un terrible état de guerre. Chacun ayant autant de droits sur les mêmes objets, le conflit est permanent et insoluble, l'homme est un loup pour l'homme. Mais si l'homme est un animal de guerre, c'est aussi paradoxalement pour Hobbes un animal craintif, et en fait plus craintif que violent. Il va donc chercher à sortir, au moins pour le plus longtemps possible, de ce conflit permanent. Il le fait par l'intermédiaire du fameux contrat. Le résultat en est la constitution d'un État assez fort, au moins en apparence, car les conflits peuvent toujours renaître. En tout cas, cet État ne tient compte de la nature qu'en tant qu'origine et en tant que réduite à la crainte et à l'agressivité. Cette nature s'impose comme une sorte de nécessité de fait au départ, mais il est ensuite tout à fait impossible d'en tirer du droit. Le contrat social ou politique va être volontariste, il a pour but justement de voiler le plus possible cette nature, au moins dans son aspect de violence. Le droit et la loi deviennent alors eux-mêmes des produits de la volonté,
et non plus de l'observation de la nature et de la prudence. La loi ou le droit sont pour Hobbes, dans un petit opuscule, ce sont, dit-il, ce sont des commandements. Law is a command, et un commandement de celui qui détient le pouvoir, a command of whom has the power. Entre parenthèses, on trouvera lointainement dans le droit nazi cette notion de droit comme commandement, commandement du Führer, Gesetz als Befehl. Bon, je laisse cette filiation de côté, mais en tout cas, chez Hobbes, c'est très clair, la loi est un commandement, et un commandement de qui détient le pouvoir. Les théories du contrat vont donc se diffuser, se radicaliser, se développer dans la doctrine juridique. Par exemple, chez Pufendorf, le droit a pour but d'étendre le plus possible le domaine de la liberté de chacun des individus. Les états de nature peuvent prendre des nuances différentes, plus ou moins optimistes chez Locke, pessimistes chez Hobbes, mais elles produisent toujours des droits essentiellement positivistes et artificialistes, par exemple chez Rousseau, où la loi devient donc, selon la formule, l'exclamation générale. D'une certaine façon, les meilleurs auteurs ne sont pas dupes d'ailleurs de ce caractère artificiel et positiviste, mais ils y voient la seule manière possible d'assurer une sorte de légitimité au droit et à la cité. C'est le cas par exemple chez Kant, pour qui le contrat n'est pas un fait historique, mais une fiction utile. Tout se passe comme si, dit Kant, et tout doit se passer comme si, pour assurer une sorte de légitimité rationnelle au droit que l'on ne trouve plus désormais ni en Dieu, ni en la nature, qui est son œuvre. En effet, à côté des systèmes volontaristes se développent des théories dites rationalistes. Viennent ici à l'esprit les noms de Grotius, plus tard de Doma. Elles ont pour trait commun leur extrême abstraction. On trouve par exemple chez Grotius une déclaration qui anticipe presque mot pour mot celle bien connue de Rousseau, pour qui il convient tout d'abord d'écarter tous les faits. On peut alors tenter de bâtir le droit de nouveau, en dehors de tout contexte politique, sur des principes donnés comme évidents, analytiques au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qui n'ont de justification que par leur propre cohérence. Ces principes, c'est par exemple, il faut faire le bien, il faut tenir sa parole, etc., etc. Ce type de droit est désormais tout aussi détaché de la nature au sens d'Aristote et de saint Thomas que le droit du volontarisme. La raison dont il s'agit ici, chez Grotius par exemple, tourne sur elle-même, sa justification réside dans sa propre cohérence et non plus dans sa capacité à comprendre la réalité qui a été d'emblée écartée. Vous pouvez remarquer aussi qu'on tire de cette raison auto-justificatrice des obligations, des devoirs. Pour être pédant, on pourra dire qu'elle s'exprime en termes déontiques. De fait, après avoir négligé la réalité comme source, il faut lui imposer cette rationalité. Une des expressions qui résume assez bien cette alliance entre le rationalisme, même quand il invoque la nature, et le volontarisme, c'est celle d'un des plus grands positivistes, je veux nommer Kelsen, lorsqu'il considère l'État et le droit, et chez lui c'est tout un, comme, je cite, un ordre de contraintes, c'est-à-dire que le droit et l'État, ce sont essentiellement des contraintes. On a ici très clairement un ordre rationnel et la contrainte qui l'accompagne. Le rationalisme a cependant, sans doute, et il a eu pendant longtemps, le relatif mérite de contenir quelque peu le complet triomphe du ou des droits subjectifs. Par exemple, chez Kelsen, il y a une critique assez radicale des droits subjectifs. Mais bientôt, la digue du rationalisme, justement parce que finalement, il se résout en une sorte de constructivisme, cette digue va craquer. Si le droit est un pouvoir du sujet, au fond, il n'a aucune justification. Il est seulement le pouvoir du plus fort, comme le disaient déjà certains sophistes, et comme cela sera repris avec une certaine efficacité par Marx, par exemple. Il convient donc de développer la lutte des classes pour se libérer et établir à son tour un pouvoir plus fort que le pouvoir précédent. Mais c'est un auteur souvent un peu négligé
qui va vraiment assurer le passage de la modernité à la postmodernité. Il s'agit, à mon avis, cet auteur important est, à mon avis, Bentham. Il est certain que Bentham est l'inspirateur de la transformation des systèmes juridiques en contraintes utilitaires. Nominaliste radical, ennemi de toute considération métaphysique, il est l'inspirateur des transformations technocratiques du droit, du remplacement des lois par des plans ou par des programmes, et de ce point de vue, il est assez proche de Saint-Simon et de sa substitution de l'administration des choses au gouvernement des hommes. Mais il est un autre aspect de sa pensée qui est encore plus pertinent pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Selon Bentham, en effet, l'utilité du droit et des lois est de procurer le bonheur. Mais le bonheur réside, selon Bentham, dans le plaisir. Or, le plaisir est la satisfaction du désir. Pour Bentham, le droit doit se régler sur le principe de plaisir, principe qui consiste à la mission des rêves et la réalisation du plaisir. Puisque le plaisir est la satisfaction du désir, la recherche du plaisir devient donc la seule fin du droit. Pour parfaire le tableau de la postmodernité juridique, on peut ajouter à l'utilitarisme benthamien quelques ingrédients venant de divers courants de la psychanalyse, selon lesquels toute discipline du désir est la source des frustrations qui conduisent aux névroses. En outre, le désir possède l'avantage, aux yeux de ses promoteurs, d'être un puissant moteur de l'économie, un efficace stimulant de la consommation infinie, de sorte qu'un certain libéralisme économique y trouve un instrument efficace du développement de la consommation et du commerce. Le désir résume ainsi et achève la subjectivisation du droit. La domination des choses peut en effet se comprendre elle-même comme un désir d'appropriation, et le pouvoir peut aussi s'analyser comme un désir de domination. Ainsi, la promotion indéfinie des droits subjectifs est-elle puissamment dynamisée par le désir, de sorte que finalement, le droit est identifié au désir. Il y a pourtant un certain nombre d'obstacles théoriques à cette identification. Tout d'abord, le désir est individuel, alors que le droit est tourné vers autrui, ad alterum, comme dit saint Thomas. En conséquence aussi, le désir est illimité, il n'est mesuré ni par l'objet, ni par l'autre partie concernée par le partage. Le désir est donc incompatible avec la mesure, la médiété et le partage qui sont l'âme du droit classique. Le désir est en réalité source de très puissants conflits. René Girard, après bien d'autres, a pu souligner le caractère mimétique du désir. Il entend par là la vieille jalousie, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un désire un objet, cela suffit à déclencher un désir rival sur le même objet. On retrouve ici l'état de guerre hobbésien et donc la négation du droit. Mais dans un conflit, c'est le plus fort qui l'emporte, au moins provisoirement, de sorte que le droit ainsi initié n'est plus que le droit du plus fort, c'est-à-dire n'est plus du droit du tout. Le désir est sans aucun doute, il faut faire attention, un élément du dynamisme de la nature. Mais pour devenir humain, il doit être mesuré, raisonné, devenir, comme dit saint Thomas, un appetitus rationalis. Cette mesure et cette rationalisation, en tant qu'elle concerne des réalités extérieures, passe par le droit qui, justement, est là pour limiter et mesurer les désirs en fonction du partage avec autrui. Ceci implique que le désir soit éclairé et mesuré, non pas par une loi positiviste ou par un pseudo-contrat, mais par une connaissance effective de la réalité extérieure, que ni le désir, ni même la volonté ne sont capables de donner. Seule une connaissance ouverte sur la réalité dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire au fond sur la nature et les relations humaines qui s'y déploient, sur la justice qui s'y trouve, peut permettre le dépassement de la folie du pur désir. L'assimilation du désir au droit se double dans la postmodernité et déjà dans la modernité de la notion d'émancipation.
Cette notion provient des Lumières. Elle consiste à penser que les limites, au lieu d'être des déterminations positives, sont des entraves au déploiement de la liberté et de la raison humaine. Sont ainsi considérées comme des entraves, soit la tradition, soit la religion, mais aussi les conditionnements biologiques. On a là une des conséquences évidentes du dualisme qui remonte dans la pensée moderne à Descartes, encore que chez Descartes et ses premiers successeurs, le corps était certes une machine, mais une machine instrument utile d'une substance pensante. Assez vite, et retournant à ses racines anciennes, notamment platoniciennes et surtout gnostiques, le dualisme a été compris comme libérant l'homme, entendez l'esprit humain, de toute responsabilité morale quant aux actes de son corps, car le corps, au fond, n'est pas véritablement moi. Plus radicalement encore, le corps est apparu comme une source de contrainte, un tombeau, un carcan, selon la vieille expression de Platon, plutôt, tombeau, expression de Platon, dans lequel l'âme a chuté. Il sera donc urgent de se libérer de cette contrainte qui apparaît sous de multiples formes, et notamment dans la génération. La vie corporelle n'est donc plus un don merveilleux qui vient de Dieu. Au contraire, elle devient un obstacle à la liberté et au désir qu'il convient de franchir pour aboutir à la pleine liberté de l'esprit. Le fait même que la biologie échappe à la technique constitue un affront à cette liberté et à cette raison désincarnée. Il est donc urgent de la maîtriser, d'y introduire le plus possible de constructions humaines, volontaires et libres, d'artificialiser le plus possible la vie humaine, ou autre d'ailleurs, parce que ça se répond aussi dans le domaine animal. Le droit devient l'instrument de cette artificialisation, il devient purement construit, constructiviste, selon la vieille idée du positivisme juridique. Positivisme, dans ce contexte, c'est pratiquement l'équivalent de construit, que la construction s'appuie sur la volonté de puissance et le désir, ou sur la raison du nouveau maître et possesseur de la nature, n'a ici que peu d'importance. La lutte contre les conditionnements biologiques prend alors la forme d'une libération induite par les progrès scientifiques et techniques. Toute l'histoire humaine, et spécialement l'histoire du droit, peut être ainsi relue comme une marche du progrès de la raison et de l'émancipation humaine. Condorcet est le premier à décrire ainsi toute l'histoire comme un tableau des progrès de l'esprit humain. On trouvera plus tard cette idée plus élaborée encore chez Hegel, qui conçoit l'histoire comme une montée de l'esprit qui se manifeste par une montée de la liberté. Hegel écrit au début de ses principes de la philosophie du droit, je cite, « La volonté est libre à ce point que la liberté constitue sa substance et sa destination. Il s'ensuit que le système du droit est le royaume de la liberté effectivement réalisé dans le monde de l'esprit, monde que l'esprit a produit à partir de lui-même comme une seconde nature, à partir de lui-même comme une seconde nature. » On a ici à peu près tous les éléments de la modernité et de la postmodernité juridique. Le droit est une autoproduction de l'esprit, l'esprit est volonté et la volonté est liberté. Le produit de la volonté libre vient remplacer, se substituer ou du moins voiler la nature. Le positivisme progressiste se fait ainsi historicisme, histoire de l'émancipation humaine. Au lieu de chercher à rendre justice, la tâche du juriste et du législateur devient celle de promouvoir une liberté dégagée de toute nature, de produire une nature seconde. En fait, comme nous l'avons vu, cela revient, au nom de l'histoire et du progrès, à avaliser le triomphe des volontés et des désirs des plus forts. Il est bien permis de voir dans cet aboutissement le fruit d'une révolte prométhéenne qui a évidemment tout un arrière-plan théologique que je ne développerai pas ici. Si l'on peut suggérer enfin deux voies pour essayer de sortir de ces impasses, car comme je l'ai dit, je crois qu'il faut pas simplement s'en tenir à des diagnostics qui ne peuvent être qu'assez douloureux, il faut essayer de trouver, la seconde partie de ce colloque me semble tout à fait intéressante de ce point de vue-là, il faut essayer de sortir de ces impasses. Eh bien, je pense qu'il faut, je dirais tout d'abord qu'il faut se tourner vers une nature finalisée d'une part, et d'autre part qu'il faut donner
aux juristes et aux législateurs. Mais ici, le problème est plus difficile car il devient proprement politique. Une formation prudentielle à la justice et une ouverture au droit naturel classique au sens indiqué plus haut. Ça implique une réflexion sur la formation des juristes, spécialement au sein des institutions, je pense ici à la Cato d'Angers, qui ne veulent pas céder au courant dominant. Les études de droit devraient y être une véritable formation aux vertus du juriste à travers l'étude même du droit. Il est en effet insuffisant, à mon avis, de plaquer une formation de philosophie ou de théologie du droit à côté de la connaissance technique. Il est nécessaire que la formation technique elle-même soit imprégnée de l'esprit du droit naturel classique. Ensuite, c'est au juriste qu'il revient de se mettre dans les dispositions permettant d'exercer ses vertus. Encore faut-il qu'il reste suffisamment de juristes imprégnés de ces vertus pour les enseigner et en être des modèles. C'est sans doute la vocation d'une partie de ceux qui sont ici réunis. Cependant, le juriste, si bien formé soit-il, ne peut pas tout. Il est donc nécessaire aussi de former et de faire émerger de bons législateurs, ce qui est sans doute aussi difficile que nécessaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bastit.